Bonjour. Les débats sur l'islam en France deviennent de plus en plus controversés, marqués par une certaine confusion, une imprécision et beaucoup de passion. Cela dû au fait que ce sont des problèmes superposés où l'on trouve d'abord les trois I, c'est-à-dire l'immigration, l'intégration et l'islam. À ces trois catégories de problèmes sont venues s'ajouter les questions liées à la mémoire coloniale. Et ces questions sont abordées surtout par les médias à un moment où la recherche universitaire sur ces quatre questions accuse un certain retard. Donc pour essayer d'introduire un peu de raison dans ces passions, le meilleur moyen, c'est de revenir à la longue histoire des relations entre la France et l'islam, qui est une relation multiséculaire, et étant entendu que l'histoire contribue à introduire beaucoup de raisons et à faire reculer les passions. On connaît les éloges des études historiques par le grand Ibn Khaldoun, وَعَلَمَ أَنَّ التَّأْرِيخَ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي تُشَدُّ إِلَيْهِ الرِّحَالُ. Et ces vertus de l'histoire, on les retrouve chez quelqu'un comme Tibor Mind, un des grands sociologues de la décolonisation, qui était un ambassadeur de l'Inde, qui dit « Pour qui s'attache à l'étude des événements présents, la meilleure garantie contre les passions déformantes est le sens de la perspective historique ». Cette nouvelle émission, intitulée France-Islam, se propose de revenir aux sources des relations de la France avec les musulmans, sans remonter au Moyen-Âge. On choisit le tournant qui a fait passer les relations de leur dimension interétatique à la relation de la France avec des musulmans comme groupe ou comme individus autorisés à s'installer en France, voire sollicités par les pouvoirs publics. Et la date la plus marquante, c'est la relation entre François Ier et Sulayman le Magnifique. Après la bataille de Pavie, Sulayman le Magnifique a été sollicité par François Ier, qui a été fait prisonnier par le turbulent Charles Quint. Et c'est à la suite de l'intervention de Sulayman le Magnifique que la libération de François Ier a eu lieu. Et ça a été suivi par la conclusion d'un traité d'amitié qu'on a appelé les capitulations. C'est un terme qu'il ne faut pas prendre dans le sens militaire, puisque c'est le contraire qui s'est produit. Capitulation, ça veut dire récapituler, c'est une suite d'articles qui constituent un traité. Et il y avait une clause à caractère militaire, en vertu de laquelle François Ier, encerclé à nouveau par tous les voisins de la France, a sollicité l'aide militaire de l'Empire ottoman, et François Ier lui a envoyé en 1842, à partir d'Alger, une armée de 30 000 hommes, commandée par Khaireddin Barbarousse, et qui ont stationné pendant près d'un an dans la ville de Toulon, dont l'évacuation avait été ordonnée par François Ier. Donc ce sont des musulmans sollicités dont on a demandé l'aide. Ils ne sont pas venus en conquérants, ils sont venus en amis et ils ont vécu jusqu'à ce qu'ils libèrent Nice et dissuadent les ennemis chrétiens et européens de la France. Dans le même temps, en Andalousie, dans l'Espagne de la Reconquista, se poursuivait la persécution des Morisques. Les Morisques, ce sont les musulmans espagnols qui avaient été autorisés à rester en Espagne après la Reconquista au moment de la chute de Grenade en 1492. Les rois chrétiens espagnols leur avaient garanti la liberté du culte, mais ils n'ont pas tenu cette promesse. Et les Morisques musulmans avaient été sommés de choisir entre le baptême et le bateau. Il y avait une sorte de nettoyage ethnique, une volonté de la part des souverains espagnols
d'assurer l'unité du royaume autour de la seule foi catholique. Évidemment, la plupart des Morisques choisirent le bateau, c'est-à-dire de rentrer au Maghreb, et on les embarquait à partir des ports espagnols où on leur promettait d'arriver à Ceuta, à Melilla, à Oran, ou Tétouan ou Tanger. Mais on s'est aperçu que beaucoup d'entre eux ne donnèrent pas signe de vie, et on a découvert qu'il y avait des noyades massives au milieu de la Méditerranée. C'est à partir de là que les chefs morisques ont demandé l'autorisation de la France pour qu'ils puissent embarquer à partir des ports du Languedoc-Roussillon comme Cap d'Agde. Et cette autorisation leur a été accordée par Henri IV. Et dans un deuxième temps, certains ont choisi de rester en France avec l'autorisation d'Henri IV, qui était le symbole de la tolérance, puisqu'il avait été protestant. Et on évalue, certains parlent de 150 000, d'autres parlent d'au moins 70 000, le nombre de Morisques musulmans qui sont restés définitivement en France. Et ce sont eux qui ont introduit la culture du verre à soie, le mûrier et la céramique, parce que c'était des hommes très formés qui maîtrisaient beaucoup de techniques qui étaient inconnues en France. Et on trouve leurs traces dans des archives préfectorales grâce aux travaux du professeur Abdeljelil Tmimi qui a créé tout un institut à Tunis spécialisé dans l'étude des Morisques, notamment les Morisques restés en France. Alors il y avait une réelle tolérance chez Henri IV, mais il avait aussi une arrière-pensée. Il voulait constituer une armée de Morisques pour occuper l'Espagne. Mais Ravaillac a mis fin à ce projet quand il a assassiné Henri IV en 1609. Et les Morisques, quand ils rencontraient un peu d'intolérance et de refus de la part d'une partie de la société française, ils décidaient de se faire passer pour des protestants quand les protestants bénéficiaient d'une certaine tolérance. Mais après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV et les terribles persécutions contre les protestants, c'était aux protestants de se faire passer pour des Morisques pour avoir la vie sauve. Et nous savons qu'il y a, après la révocation de l'édit de Nantes, il y a des notables protestants qui se sont réfugiés chez le calife ottoman, qui leur a attribué le titre de pacha et a refusé leur extradition en rappelant au roi de France de l'époque les clauses du traité de 1535 qui reconnaissait à la France la qualité de protectrice de toutes les chrétientés orientales. Et l'entourage du calife a rappelé aux diplomates français que les protestants sont plus proches de l'Église catholique que certaines églises orientales au Liban, en Syrie. Et ils ont dit, si la France est la protectrice des chrétientés, il faut qu'elle protège aussi ceux qui adhèrent à ce qu'on appelait la RPR, la religion prétendument réformée. C'est ainsi qu'on appelait ironiquement les protestants. Et ce qu'il y a de plus étonnant encore dans l'histoire vite oubliée des Morisques, c'est qu'ils étaient reconnaissables en tant que musulmans jusqu'à la guerre de 1914. Donc ils étaient reconnaissables en tant que musulmans pendant 3 siècles. Et la guerre de 14 a permis leur absorption définitive dans la société française après leur mobilisation massive dans l'armée. Et on a encore des traces jusqu'au Sable d'Olonne où on parle du quartier des Morisques jusqu'à maintenant. À partir de là, l'histoire de l'entrée des musulmans en France est devenue étroitement liée aux aventures coloniales qui ont commencé avec l'expédition de Bonaparte en Égypte en 1798. On sait que Bonaparte a recruté des auxiliaires, des supplétifs égyptiens dans son armée. Et
au moment où l'armée était encore en Égypte, on a eu une conversion tout à fait étonnante, c'est celle du général Menou, qui a pris le prénom de Abdallah, il est devenu Jacques Abdallah Menou. Il s'est converti en 1801 et il a été appelé à commander toute l'armée française en Égypte après le départ de Bonaparte et l'assassinat de Kléber. Et le général Abdallah Menou a épousé une égyptienne musulmane, sunnite, fille d'un chef confrérique du sud de l'Égypte. Et nous disposons de son acte de conversion devant les Cheikh al-Azhar et de son acte de mariage avec Lalla Zoubida, sa femme, avec laquelle il a eu un fils, Souleyman, qu'elle a prénommé Souleyman, qui deviendra lieutenant dans l'armée française quand Bonaparte deviendra empereur. Il a laissé toutes sortes de recommandations pour qu'on s'occupe du fils de son adjoint en Égypte. Et Lalla Zoubida est sans doute la première musulmane enterrée au cimetière parisien du Père-Lachaise. Alors, quand l'armée française a évacué l'Égypte, elle a ramené les supplétifs égyptiens qu'on a appelés les Mamelouks, parmi lesquels il y avait des Coptes, mais aussi des musulmans, qui ont été installés dans le Midi, notamment à Marseille, où les anciens se souviennent de ce qu'on appelle le village égyptien près de la place Castellane. Et parmi eux, il y avait des gens de très haut niveau. Certains ont été recrutés comme des interprètes dans plusieurs ministères, notamment celui des Affaires étrangères. Et donc, il y a eu une certaine promotion, un début d'intégration de cette population non négligeable du point de vue numérique, mais qui était de haute valeur sur le plan intellectuel et notamment sur le plan linguistique. Et cet épisode oublié, à partir de la Restauration en 1815, quand le pouvoir qui a succédé au Premier Empire a mis fin à toutes les traces de ce qui relevait de la politique de Napoléon, et une partie de ces Mamelouks ont été massacrés en leur reprochant leur origine européenne, mais surtout en leur reprochant leur relation avec le Premier Empire. Et il aura fallu un sociologue néo-zélandais, Ian Collier, pour faire revivre cette histoire. Et il a écrit un gros volume de 400 pages qu'il a intitulé « Une France arabe », où les débuts de la diversité en France, avec comme période 1798-1931. 1931, pourquoi? Parce que c'est le début d'une autre aventure coloniale de la France. C'est la conquête de l'Algérie, qui a été suivie par l'installation en France de notables algérois qui n'ont pas supporté l'oubli des promesses, les premières promesses de l'armée française, et parmi eux le célèbre Si Hamdan Khoja, qui en 1834 a pu publier le Miroir de l'Algérie, Mir'atul Jazair, qui a été traduit, où il a dénoncé en temps réel les exactions et ce qu'on peut appeler maintenant des crimes contre l'humanité des débuts de la conquête, en insistant notamment sur le massacre de la tribu des Aoufiya, qui était à la sortie d'Alger, vers El Harrach aujourd'hui. Cette tribu a été massacrée, exterminée, pour un crime qu'elle n'a pas commis, puisque l'enquête a démontré que le notable assassiné près de cette tribu ne l'a pas été par des membres de cette tribu. Ensuite, on a eu l'arrivée de Boumaza, qui a mis en grande difficulté l'armée française au moment du soulèvement du Tahra de 1845, et au moment de son arrestation, il a été emprisonné en Bretagne, et ce sont les généraux qui l'avaient combattu qui ont négocié son recrutement dans l'armée ottomane avec le grade de Bikbashi, alors qu'il n'avait que 22 ans. On a tenu compte de son ancienneté pendant les 6 ou 8 mois de sa résistance. Ce sont les généraux français qui ont plaidé sa cause auprès de l'ambassade ottomane. Et à l'époque, on ne voulait pas mourir en France, on voulait être enterré en terre d'islam.
Et 2 ans après, ça a été la fin de la résistance héroïque de l'émir Abdelkader, à qui on a promis le départ en Orient, mais une fois arrivé avec sa suite, qui était évaluée à plus d'une centaine de membres, on lui a dit qu'il était prisonnier à Toulon. Et donc c'est le début d'une grande souffrance en un seul mot. Souffrance d'abord morale pour quelqu'un qui avait le sens de l'honneur et de la parole donnée. Il n'admettait pas que les représentants d'une grande nation chrétienne oublient leurs promesses aussi rapidement et aussi facilement. Et par la suite, on l'a déplacé à Pau avec son groupe qui était évalué à ce moment-là à 97. Et au cimetière de Pau, nous avons le tombeau d'un des nouveau-nés, Mohamed ibn Abdelkader ibn Mahidine, qui était né à Pau et qui est mort à l'âge d'1 mois et demi, qui est enterré au cimetière de Pau avec sur sa tombe, sa pierre tombale, une très belle écriture arabe. Et il y a aussi la tombe d'un autre notable qui semble être resté à Pau et qui est mort après le départ de l'émir Abdelkader et de sa suite à Amboise, quand on a décidé de le transférer en Touraine, parce qu'on craignait une évasion du fait de la proximité de la frontière espagnole. Et c'est en 1848 que l'émir Abdelkader et sa suite ont été transférés par bateau jusqu'à l'embouchure de la Loire, par l'océan Atlantique, et puis ils ont remonté la Loire jusqu'à l'arrivée à Amboise, où on a décidé de l'enfermer dans le château qui remonte à François Ier. Et la vie de ce groupe de musulmans dans cette petite ville française et chrétienne mérite toute l'attention, parce qu'on a des enseignements qui peuvent être utiles pour aujourd'hui, puisque à leur arrivée à minuit, on a toute la population d'Amboise qui est venue les accueillir sur les quais, avec des draps, des vêtements, des couvertures. C'était le début de l'hiver. Cela montre que la France profonde n'était ni raciste ni colonialiste, et on a accueilli avec beaucoup de curiosité, d'intérêt et d'enthousiasme ce qu'on appelait ces princes orientaux. Et l'émir Abdelkader s'installe dans le château où il était fait prisonnier, et on désigne un capitaine arabisant, le capitaine Boissonnet, qui avait fait partie du bureau arabe de Constantine à partir de 1837. C'était lui qui commandait les 200 sentinelles chargées de surveiller le château, et qui s'occupait de l'organisation de la vie de l'émir Abdelkader. Et nous savons maintenant que l'émir Abdelkader a organisé sa vie à l'intérieur de ce château, qui était beaucoup plus spacieux que Toulon et Pau, où c'était vraiment la promiscuité et la souffrance. L'émir Abdelkader commence par transformer le pigeonnier du château en minaret, où l'appel à la prière est fait à haute voix plusieurs fois par jour, et les Amboisiens venaient écouter la mélodie de l'appel à la prière. Et l'émir Abdelkader a organisé sa vie comme à l'image de la Zaouia del Ghetna de la Qadiriya, où il a grandi près de Mascara. Et c'est un chercheur algérien, le regretté Ben Issa Khalfa, qui a rédigé une thèse en 2 volumes sur la Zaouia d'Amboise, où il a démontré que la vie était organisée sur le modèle de la Zaouia del Ghetna, sans parler d'une sorte d'université que l'émir Abdelkader a animée avec ses adjoints très instruits comme Mostafa Ben Tami, où vous aviez des cours, des séances de dhikr, la direction de la prière, de la quintuple prière quotidienne, le jeûne du Ramadan, l'abattage rituel, l'enterrement des morts, dans la direction de la Mecque.
Et tout cela est décrit avec une certaine précision dans le livre Tuhfat al-Za'ir, Athar al-Amir Abd al-Qadir, écrit par un des fils de l'émir Abd al-Qadir Mohammed, qui avait grandi à Amboise. Et il nous donne la bibliographie, les livres qu'utilisait l'émir Abd al-Qadir pour l'enseignement, notamment la Aqida Snousiyya du Cheikh Snoussi, un grand théologien de sud-ouest algérien du XVe siècle. Et l'émir Abd al-Qadir était ouvert à tous les dialogues. Il recevait les visites du colonel Domas, qu'il avait connu comme capitaine à Mascara, qui était arabisant et qui a tiré profit de ses entretiens avec l'émir Abd al-Qadir. Il en a fait des livres, notamment Les Chevaux du Sahara, où il rend hommage à l'émir Abd al-Qadir. Il dit toutes ses connaissances sur la cavalerie et le cheval arabe, je les dois à l'émir Abd al-Qadir, avec lequel j'ai eu de très longs entretiens. Et il y avait la visite aussi de Monseigneur Dupuche, qui avait été le premier évêque d'Alger et qui était revenu à Bordeaux, et il lui rendait visite à plusieurs reprises. Et donc l'émir Abd al-Qadir était devenu un témoin, il n'est plus un acteur, et en tant que captif, il est devenu un témoin dans le sens du shuhada al-nas, selon le Coran, et il a fasciné ses interlocuteurs en tant que témoin beaucoup plus que quand il était l'héroïque résistant, porteur d'un projet d'État régional moderne, et c'est le seul résistant qui portait ce projet politique. Et on reprendra après la pause la description du vécu de ce groupe de musulmans qui ont pu vivre leur foi loin des foyers traditionnels de l'islam. Et ces enseignements apportent un démenti à tous les hebdomadaires qui continuent de titrer « Peut-on être musulman en France ?» Donc la vie de l'émir Abd al-Qadir dans ce château a été bien remplie, très dense. Donc le vécu à l'intérieur du château, ça a été organisé selon les horaires de la prière. Il donnait des cours aux enfants et on peut dire qu'il y avait même une université puisqu'il y avait des traités de théologie de haut niveau que lui-même enseignait. Et nous savons que lui-même avait fait des études très poussées à la médersa du Bey d'Oran, c'est Mohamed el-Kbir. Et maintenant, nous connaissons les programmes de ces établissements. Il y avait même la philosophie d'Avicenne, il y avait Ibn Arabi, il y avait les auteurs d'adab. Et l'émir Abd al-Qadir a montré que c'était vraiment un véritable adib et un poète. Chaque événement, il le célébrait par un très long poème, et notamment le poème qui rend hommage à la vie bédouine que nous avons tous appris quand on était au lycée. Et on croyait qu'il avait composé quand il était vers la Gouate ou à Flou, dans les chevauchées, là, dans le vaste désert. Quand il dit « Ya hadiran limri'in qad hama fil hadari wa adilan li muhibbil badwi wal qafari لا تذممن بيوتا خف محملها وتمدحن بيوت الطين والحجر الحسن يظهر في بيتين رونقه بيت من الشعر وبيت من الشعار لو كنت تعلم ما في البدو تعذرني لكن جهلت وكم في الجهل من ضرر من لم يمت عندنا بالطعن عاش مدا فنحن أطول خلق الله في العمر. Eh bien,
ce poème n'a pas été composé dans le Sahara algérien, il a été composé à Amboise, au bord d'un grand fleuve où il y a de la verdure, et loin donc des espaces arides des hauts plateaux du Sahara, parce que l'émir Abdelkader avait la nostalgie de la vie bédouine et surtout de la liberté qui va avec, lui qui était captif dans ces lieux dont il a apprécié l'agencement, la verdure, la culture, etc. Mais il avait la nostalgie à la fois de la liberté et des espaces qui symbolisent la liberté, c'est-à-dire le désert et les chevauchées du désert. Donc c'est un poème très très long qui est reproduit par son fils Mohammed dans Tuhfat al-Za'ir. Et il échangeait avec toutes sortes de correspondants qui lui écrivaient, et il répondait par des petits livres, des articles très développés. Et ces entretiens, notamment avec l'abbé Rabion, que le curé d'Amboise, et le hasard ou la providence a fait qu'il avait fait de l'arabe au lycée de Tours. Et il passait le dimanche après-midi, après la messe, à s'entretenir avec l'émir Abdelkader de la religion, de la sourate de Marie, la sourate 19, du Christ dans le Coran, du statut des gens du livre. Donc ça a été vraiment un grand moment du dialogue interreligieux entre deux hommes de bonne foi et qui étaient restés dans leur tradition religieuse sans chercher à convertir l'autre, sans chercher des syncrétismes impossibles. Et on peut considérer que l'émir Abdelkader a été un grand précurseur des dialogues islamo-chrétiens au moment où il s'évertuait à jouer le rôle de témoin, dans le sens de « Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun ou alqa as-sam'a wa huwa shahid ». Il y a en cela un rappel pour quiconque tend l'ouïe et regarde pour être ou alqa as-sam'a wa huwa shahid, tend l'ouïe pour être un témoin. Et là, le mot témoin est utilisé avec le mot qui désigne le martyr dans le même temps. Et Louis Massignon a beaucoup glosé sur l'usage du mot shahid pour le mot témoin. Litakunu shuhada'a 'ala an-nas. Et donc l'émir Abdelkader a montré qu'il était un homme d'études sur la base de ce qu'il avait étudié à Oran et sur la base des manuscrits qu'il baladait avec la Smala avant l'attaque par le duc d'Aumale en 1843. Et pour l'aider à poursuivre dans l'étude, le capitaine Boissonnet a eu l'idée de faire venir le Qadi Chadli al-Qassantini, qui était un très grand faqih, qui sera promu mufti par la suite. Et on l'a fait venir, il a passé 4-5 mois à Amboise. Et l'émir Abdelkader a immortalisé donc ce compagnonnage par un très très beau poème. Et l'émir Abdelkader, il a rappelé un peu le hadith qu'on attribue au prophète, « Nasu alimun wa muta'allimun » les gens se divisent en deux catégories, ceux qui savent et ceux qui apprennent. Il dit, moi, face à Chadli al-Qassantini, je fais partie de ceux qui apprennent. Et donc, c'était pas de la fausse humilité. Et d'après la thèse du regretté Ben Issa Khalfa, qui est mort juste avant la soutenance, mais il avait déposé auprès du professeur Denis Grill, Daoud, à Aix-en-Provence, il interprète la venue du Qadi Chadili comme faisant partie d'un plan destiné à pousser l'émir Abdelkader à écrire de manière à le publier en Orient pour le préparer pour le poste de vice-roi de Syrie. Et ça faisait partie des plans de Napoléon III, qui n'était que président. Et puis après, il sera empereur. Et au moment où il n'était que président, il s'est rendu dans une première visite à Amboise
pour annoncer à l'émir Abdelkader que la France était prête à tenir les promesses faites par la Mauricière et ratifiées par le duc d'Aumale en décembre 1847, et donc par Louis-Philippe, le roi. Et Napoléon III a entamé une relation de très haut niveau, autre que coloniale, autre que de colonisateur colonisé, avec l'émir Abdelkader, sur le conseil d'Ismaël Urbain, qui était un Saint-Simonien converti en Égypte en 1835, qui sera recruté par la suite interprète militaire en Algérie et qui deviendra conseiller pour les affaires arabes et notamment l'Algérie de Napoléon III. Nous savons maintenant que le dessein de l'émir de Napoléon III, c'était de reprendre les objectifs de Bonaparte, qui par l'expédition d'Égypte visait Istanbul et le Bosphore. Mais il n'a pas réussi, c'est les Britanniques qui l'en ont empêché, et puis l'armée envoyée par Selim III. Or, Napoléon III voulait faire de la Syrie un État à l'image de l'Égypte, sous Mohamed Ali, qui s'est autonomisé par rapport à l'Empire ottoman. Et l'émir Abdelkader était pressenti pour être le vice-roi d'Égypte. C'est la raison pour laquelle on voulait le faire connaître, en le poussant à écrire et en stimulant donc une activité littéraire chez lui, en faisant venir le Qadi Chadli, dont il a apprécié la compagnie pendant 4-5 mois. Mais le Qadi Chadli a demandé à rentrer en Algérie, et l'émir Abdelkader est resté jusqu'à ce que Napoléon III ordonne sa libération. Mais entre-temps, il y avait le délicat problème posé par les nombreuses femmes de la suite de l'émir Abdelkader. En Amboise, il n'y avait plus que 77 personnes, alors qu'ils étaient 97 à Pau. Il y avait beaucoup de décès, et nous avons 25 tombes dans le jardin du château d'Amboise, parmi lesquelles de nombreuses femmes. Or, nous avons une Algérienne, Amal Shahwati, qui a écrit tout un livre sur les Algériennes d'Amboise. Elle s'est intéressée à la vie des femmes dans le château d'Amboise, et elle a fait une enquête minutieuse sur la base des archives de l'archevêché de Tours et des archives locales, pour décrire la détresse de ces femmes qui ne comprenaient pas le français, qui ne pouvaient pas être auscultées par un médecin masculin et non musulman. Et le capitaine Boissonnet, sans doute en concertation avec monseigneur Dupuch, a songé à leur envoyer de jeunes religieuses recrutées parmi les Algéroises musulmanes converties au début de la conquête par le prosélytisme de Dupuch, et qui avaient été exfiltrées à Marseille, et on en a envoyé quelques-unes pour qu'elles puissent s'occuper des femmes. Alors, à ce moment-là, il y en a une qui est morte à Amboise. Et je crois que c'est le premier décès qui a eu lieu. L'émir Abdelkader a accepté de l'enterrer dans le cimetière chrétien. Et sa tombe existe jusqu'à maintenant. Il y a une croix, évidemment, comme sur toutes les tombes chrétiennes, mais l'émir Abdelkader a mis sur la croix un croissant. Or, la croix et le croissant, c'était le symbole des Saint-Simoniens, parmi lesquels Ismaël Urbain, qui a décidé de s'islamiser. Et il reste un point d'interrogation sur le sens de ce croissant que l'émir Abdelkader a été autorisé à placer au-dessus de la croix. La question qui se pose, qui mérite d'être étudiée de près, est-ce que l'émir Abdelkader, à la suite de ses longs entretiens avec elle s'appelait Khaïra à l'origine, Khaïra Riyahi, mais Marie-Charlotte, là, dans son prénom chrétien, la question qui mérite d'être étudiée de près, est-ce que l'émir Abdelkader a réussi à la faire revenir à l'islam?
Ça expliquerait le sens du croissant mis sur la croix. Alors ensuite, l'émir Abdelkader est parti avec l'autorisation de Napoléon III qui a visité le château, et nous avons un tableau, et non pas un cliché, qui représente une femme voilée en blanc, qui est supposée être la mère de l'émir Abdelkader, qui fait le baisement à Napoléon III. Or, en lisant le Tuhfat al-Za'ir, écrit par Mohammed, qui était à Amboise à ce moment-là et qui figure sur le tableau, Mohammed ibn Abdelkader ibn Mahidine nous apprend que c'est l'empereur qui a fait le baisement à la mère de l'émir et non l'inverse. Donc les peintres ont beaucoup d'imagination. Le peintre n'était pas là, mais il a entendu, il a lu la presse, il a deviné cette scène, mais qui n'est pas conforme à la vérité historique. Donc au total, nous avons cette petite communauté assez nombreuse qui a vécu pendant 5 ans en France et qui a pu vivre tous les rites musulmans loin des foyers traditionnels de l'islam, avec une ouverture au dialogue de toutes sortes. Les dialogues avec la hiérarchie catholique, Monseigneur Dupuch et le père Rabion, le curé d'Amboise, mais aussi avec des philosophes, avec des visiteurs, avec des châtelains comme Duplessis qui habitait un château pas très loin. Il a passé toute une journée avec l'émir Abdelkader et il a immortalisé ça en écrivant un très grand article, très précis, publié dans la revue de la Société savante de Blois, et qui a été publié en 1856. Or, Blois, c'est la ville où est né René Guénon, dans la bourgeoisie catholique, et un brillant élève comme René Guénon fréquentait certainement la bibliothèque municipale de Blois, et il a dû lire l'article très élogieux et admiratif de Duplessis sur l'émir Abdelkader. Or, René Guénon choisira de se convertir à l'islam, et on est à peu près sûr que c'est l'article de Duplessis sur l'émir Abdelkader qui a été à l'origine de son intérêt pour l'islam, et le hasard fera que la conversion de René Guénon par la suite en 1912 à l'islam s'est faite par le biais d'un peintre suédois qui avait été converti à l'islam après avoir fréquenté le cheikh Ulaysh qui était au Caire, Ulaysh el-Maliki, el-Maghribi, et Ulaysh faisait partie de l'entourage de l'émir Abdelkader. Donc on a sur la longue durée des événements qui s'expliquent par des détails qui remontent à plusieurs décennies auparavant. Et donc l'émir Abdelkader décide de partir, mais en laissant un profond souvenir chez les Amboisiens. Il continue à leur écrire, et il avait une correspondance avec les notables, avec les gens qui venaient marquer leur admiration. Et il reviendra au moment où il est invité par le gouvernement français en 1864 à Paris. On l'a autorisé à revenir à Amboise, mais à ce moment-là, le château était en plein travaux. Tous les châteaux de la Loire appartiennent toujours à la famille royale. Et c'est le duc d'Aumale qui s'occupait de la réfection. Et le duc d'Aumale a failli supprimer les traces du passage du groupe de l'émir Abdelkader dans le château. On ne trouve que quelques traces, mais il y avait les 25 tombes dans le jardin, orientées vers la Mecque, et une sorte de stèle qui a été construite par les Amboisiens après avoir fait la quête, et qui me montre que les Amboisiens voulaient immortaliser le passage de l'émir Abdelkader, pour lequel ils avaient une grande admiration, dont ils admiraient les vertus, les makarim al-akhlaq,
Et c'est en vivant là-bas qu'il a commencé sa méditation sur ce qu'on appelle l'adab al-akhlaqi, l'adab soufi, dont il deviendra l'un des maîtres par la suite quand il écrira Kitab al-Mawaqif. Ce livre qui commence par dire ce livre n'est ni sur le tafsir, ni sur le hadith, ni sur le fiqh, ni sur le kalam, mais il aborde le genre qui convient aux ahl al-adwaq, les hommes de goût au pluriel. Le mot zawq est un mot clé de la terminologie mystique, mais l'émir Abd al-Qadir l'utilise au pluriel, ça veut dire qu'il parle du zawq mystique, mais aussi de la dimension esthétique. Et ce adab, qui a été très prospère là, à Bagdad, à Cordoue, du temps de la grandeur de la civilisation musulmane, l'émir Abd al-Qadir a contribué à le revaloriser, mais ces écrits sont restés à l'état de manuscrits et l'orientalisme universitaire s'est très peu intéressé à l'émir Abd al-Qadir comme intellectuel, alors qu'il est omniprésent dans l'histoire militaire. Tous les généraux français qui étaient chargés de le détruire et de le réduire ne dissimulent pas leur admiration pour sa valeur militaire. Mais en tant que penseur, en tant que témoin, on n'a que la lettre aux Français, qui est dont le titre original est Dhikr al-Aql wa Tanbih al-Ghafil, qui a été traduit par un philosophe de la Sorbonne, Dugas, et qui a été publié en 1855 quand l'émir sera à Boursa, à Brousse, parce qu'il est parti pour Marseille quand il a été libéré par Napoléon III. Et en s'arrêtant à Lyon, il a été invité à rester 48 heures par le général Castellane, qui était chargé de le réduire quand il était en Algérie. Mais il est devenu pair de France, c'est-à-dire l'équivalent d'un sénateur, et il lui a organisé toutes sortes de cérémonies pour marquer l'estime de l'adversaire. À l'époque, on faisait la guerre, mais on avait de l'estime pour l'adversaire. Et tous les procès-verbaux de ces réceptions ont été conservés à l'archevêché de Lyon. Et le père Christian Delorme, qui s'occupait des jeunes immigrés musulmans de la banlieue de Lyon, a eu l'idée de publier tout un livre sur la base des rapports écrits sur les 48 heures passées par l'émir Abd al-Qadir à Lyon, quand il partait pour embarquer à Marseille. Et donc, si vous voulez, on a parlé donc des morisques dont les traces n'existent plus. On connaît des cimetières là au sud de Tours, dont on sait qu'ils avaient été des cimetières de morisques, mais sur lesquels on a mis du goudron, ils servent comme parking de supermarché. Donc les premières vagues de musulmans en France, leur trace a été supprimée. Les Mamelouks, on a supprimé leurs traces jusqu'à ce que Yann Koller vienne leur consacrer 400 pages. Et le duc d'Aumale a failli supprimer les traces de l'émir Abd al-Qadir et de son groupe à Amboise s'il n'y avait pas le monument construit par les Amboisiens et les 25 tombes. Et donc l'émir Abd al-Qadir et son vécu de 5 ans font partie intégrante de l'histoire des musulmans en France, et ils nous fournissent des enseignements qui peuvent nous être utiles pour aujourd'hui, de manière à ne pas céder au pessimisme. Il faut se souvenir que les Amboisiens ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme ce qu'ils appelaient les princes orientaux, et l'émir Abd al-Qadir, en tant que musulman qui n'avait ni armée ni État, mais il était même un captif, il a montré qu'on pouvait, en tant que musulman, avec une foi et une culture musulmane, participer à tous les grands dialogues d'aujourd'hui. Il dialoguait avec les militaires, avec les religieux, avec les politiques et avec les intellectuels. Et il a montré que l'islam peut être vécu loin des foyers traditionnels, pourvu qu'il reste dans le cœur des croyants et des pratiquants. Voilà, nous reprendrons d'autres épisodes liés aux autres aventures coloniales de la France pour
restituer l'histoire des relations entre la France et l'islam.